Voilà, énième effort du gouvernement cette fin de semaine avec un Premier ministre qui a publié l'agenda des réformes, un calendrier, je vous le disais, de 155 initiatives identifiées par le gouvernement et destinées à donner de la cohérence. Quand je vous écoute, vu de l'étranger, cher Juan Pedro, j'ai l'impression que cette cohérence que les Français ont du mal à comprendre à l'extérieur de nos frontières, ça a aussi du mal à passer. C'est impossible de réduire, raconter au lecteur espagnols ou allemand les calendriers des mesures. C'est tellement vaste, 150 réformes, une réforme par ligne, ça fait 150 lignes. C'est trop, il faudrait des pages et des pages pour raconter. Les problèmes essentiels, c'est beaucoup plus simple. En 2012, François Hollande avait dit « Jamais la France pourra signer les pactes de stabilité », que c'est un peu moins de dettes et un peu plus de déficit. 6 mois après, la majorité socialiste approuve le pacte de stabilité. La dette continue à monter, les déficits ne s'arrangent pas, et à Bruxelles et à Berlin, on dit il faudrait réformer parce que la dette est... Et alors on dit oui, on va réformer. Mais personne ne comprend quelle est la mesure. Il faudrait dépenser moins ou gagner plus. Et ni on gagne plus, il n'y a plus de croissance, il n'y a pas de déficit, et du coup, c'est un problème irrésoluble et franchement incompréhensible. Mais alors justement, est-ce que vous pensez que le problème aujourd'hui du gouvernement et de la politique française en général, vu de l'étranger, c'est pas justement ce fait que l'on coupe les Français de la politique parce qu'ils ne comprennent pas ce que veut faire leurs dirigeants et là accessoirement le gouvernement? Cette multiplication, cette espèce de millefeuille de réformes, de non-réformes et d'annonces. En fait, Christophe, moi je crois que le gouvernement agit dans l'urgence. Manuel Valls et Macron agissent dans l'urgence parce qu'ils ont 2 ans. Et pendant ces 2 ans, pour préparer la réélection possible de François Hollande en 2017, ils doivent montrer patte blanche et doivent montrer qu'ils ont installé une dynamique de réforme. D'où cette espèce de... il faut absolument changer tout, il faut déverrouiller tout, il faut libérer les énergies parce qu'ils sont pris par le temps. Sans compter, et bien sûr, et là je suis d'accord avec Eric, que bien sûr il y a un message à l'adresse de l'opinion française pour dire que le gouvernement que j'ai en place est en train de réformer, mais un message aussi à l'adresse de Bruxelles pour dire aussi que le déficit qu'on me reproche tant, je suis en train de tout faire, prendre toutes les mesures pour le limiter et pour être le bon élève de Bruxelles. Mais vous pensez que ça passe à l'adresse des Français, comme vous dites, cette séance d'explication? Ça peut passer dans la mesure où en face, ni la droite, ni l'extrême droite, ni personne fait des propositions concrètes. Sarkozy, vous allez voir, qu'est-ce que vous allez voir? Il y a un catalogue de nominations. Pour l'instant, il réforme, mais l'UMP. Il réforme l'UMP et c'est beaucoup, avec beaucoup des efforts incompréhensibles. L'extrême droite, c'est un populisme dangereux. L'extrême gauche, elle est disparue. Malgré tout, Valls et Hollande essayent de mettre d'accord une majorité présidentielle qui est toujours au bord de l'éclat. Non, mais venons à l'essence concrète des problèmes. Aujourd'hui, en France, il y a probablement un réservoir de croissance dans toute une série de professions, de métiers qui aujourd'hui sont très protégés. Il faut essayer de créer du dynamisme. Vous parlez des fonctionnaires? Non, je parle des notaires, je parle des huissiers qui ne vont certainement pas apprécier mes paroles, mais je parle des pharmaciens, je parle des chauffeurs de taxi, je parle de toute une série de professions où on pourrait augmenter probablement le nombre des exercices commerciaux sans déstabiliser les équilibres économiques. Au contraire, en créant des emplois. Donc, et là, je fais que des exemples, certainement, je le répète, en créant de l'énervement parmi ceux qu'il faut se mettre. Vous appelez les professions protégées. Mais il y a des professions protégées réglementées. Et probablement trop réglementées, où il faut forcément créer des... Oui, mais quand le gouvernement veut libéraliser, ça ne fonctionne pas, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que les professions ont un pouvoir de conservation. Il y a un conservatisme énorme dans la société. Les Français sont conservateurs d'une façon maniacale. Il faut se rappeler, Alberto, que cette loi et cette discussion sur la loi sur la croissance vient
après le grand couac entre le gouvernement et le patronat sur le pacte de responsabilité. On a vu que malgré tous les sacrifices et tous les avantages que le gouvernement a accordés au patronat... d'un côté, l'application, c'est en janvier. Il y a un malentendu, il y a du brouillage sur la ligne et tout ça. Donc, cette nouvelle loi vient aussi sur ce vécu-là. Et moi, je crois que c'est davantage aussi un problème de communication, parce qu'on ne peut pas réformer avec cette manière-là. À force de vouloir tout communiquer, on ne communique rien, on ne communique que du brouillage. Vous-même, Christophe, vous avez dit nous qui suivons ces dossiers, on a du mal à se retrouver. Alors, mettons-nous à la place du Français moyen qui n'arrive pas à saisir toutes les nuances. Donc moi, je crois que d'une manière ou d'une autre, le gouvernement agit dans l'urgence. Il a 2 ans pour renverser la tendance, pour renverser la courbe du chômage. On aura le constat est le suivant: si cette loi, si ce pacte de responsabilité arrive à créer des emplois, à limiter le chômage, Hollande aura gagné son pari, sinon il l'aura perdu. Et donc, trop de communication, de mauvaise communication, l'écran de fumée, comme dit Moustapha Eric. Oui, je crois qu'en fait, en réalité, il y a 2 attentes en France de la part des Français. Il y a faire baisser le chômage et retrouver la croissance. Ça fait maintenant 2 ans et demi que le quinquennat a débuté et on n'a pas du tout de résultats sur ces 2 plans. Et surtout, on n'a pas de perspective. Je veux dire, l'année 2015, d'un point de vue conjoncture économique, n'apparaît pas extrêmement positif. Et sur le chômage, on n'a strictement rien vu, bien au contraire. Donc les attentes, elles sont là. Maintenant, tout ce dont on parle sont des réformes plutôt de structure. Et on sait très bien que les réformes de structure, ça prend beaucoup plus de temps et qu'elles suscitent beaucoup de mécontentement. C'est pas ça qui va délivrer des résultats dans 3, dans 6 mois ou dans 8 mois. Donc oui, beaucoup d'agitation sur la communication. Et à mon avis, ça ne passe absolument pas. On n'est pas capable aujourd'hui d'avoir un message clair sur la volonté de ces réformes. On nous parle de croissance, alors on se dit oui, mais quand est-ce que la croissance va remonter? On voit pas très bien quand on nous parle. En plus, c'est quand même un grand fourre-tout, donc on se dit mais c'est les notaires, qu'est-ce qui va créer de la croissance? Sur le fond, c'est plein de petites bonnes choses, mais qui risquent d'être rabotées, qui suscitent énormément de petites phrases ici et là, de polémiques et de règlements de compte au sein de la gauche. Donc on ne voit pas où l'on va. Sincèrement, il est absurde qu'on ne puisse pas travailler le dimanche dans un pays où il y a 70 millions de touristes par an. Et évidemment, ce travail le dimanche signifie favoriser la dynamique économique. Et pourquoi le dimanche? C'est un pays où l'autorité publique empêche de faire une crèche dans des municipalités, dans des mairies, parce qu'on est laïque, et alors ce pays tant laïque protège le dimanche fête catholique de façon maniacale. Mais soyons sérieux. Il faut forcément libéraliser pour créer de l'emploi. Encore faut-il que le gouvernement soit capable, et Moustapha a raison, d'avoir une communication efficace. Ce gouvernement n'arrive pas à expliquer et à s'expliquer. Et c'est ça un gros problème du gouvernement en général et de M. Macron en particulier. Merci messieurs, nous allons changer de sujet et on va revenir sur ce qui relève manifestement de la violation de la vie privée, la une de Closer. Ça a fait beaucoup de bruit, ça continue à en faire dans le monde politique. Justement, cette vision d'un vice-président du Front National surpris en compagnie d'un ami. Et si ça avait été d'une femme, est-ce que le magazine Closer en aurait fait sa une ? Vous allez entendre ce commentaire, il est d'importance parce qu'il est signé Marine Le Pen. Je crois que c'est une atteinte très grave aux libertés individuelles. Ce type de comportement est insupportable et je suis assez tranquille pour le dire parce que je le dis quand ça touche Florian Philippot, je le dis aussi quand c'est le président de la République. La vie privée, c'est sacré. Mais je vais vous dire, tout ça, c'est de la faute des magistrats. Voilà, je le dis très clairement, car les magistrats qui sont saisis de procédures pour violation de la vie privée condamnent les journaux à des sommes qui sont dérisoires. Ouais. Alors, commentaire, avant de vous laisser la parole, messieurs, de la patronne du magazine Closer, qui indique que Florent Philippot est un personnage de premier plan, c'est la personne la plus invitée des matinales après Marine Le Pen, et que de toute façon, quand on est un personnage public, et quand on prétend à de hautes fonctions, on doit tout connaître de sa vie privée. Vu de l'extérieur, ce genre de pratique, ce genre de ce genre d'attaque, on va dire ça comme ça vous paraît comment ? Moi, je crois que Marine Le Pen a tort de s'étouffer et d'être scandalisée de cette manière-là, puisque d'une manière ou d'une autre, cette affaire est une bonne opération de communication pour le Front National. N'oubliez pas que le Front National est catalogué parmi les forces politiques homophobes.
casser du PD, ça fait partie de la culture et de la tradition un petit peu du Front National. Et découvrir qu'un des fleurons, des personnalités les plus emblématiques du Front National, numéro 2 du parti, est homosexuel, ça, moi je trouve que c'est une belle opération pour le Front National. Alors maintenant, la manière avec laquelle cela a été fait, ça se discute. Mais parlons d'abord de la matière. Et de la manière. De la manière, il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire, si on fait découvrir quelque chose, on essaye de le découvrir. C'est-à-dire, j'ai vu les photos, je crois que Philippot, il était heureux. Il m'a paru un homme heureux avec son compagnon à Vienne dans un hôtel de 450 €. L'amour, ça fait du bien, et pourquoi pas aux politiques. Au moment qu'on est amoureux, on est plus sensible à l'ouverture d'esprit. Je suis d'accord avec Mustapha. La tradition officielle du Front National, des Front National, c'était plutôt anti-homosexuel. C'était pas la réalité. Il y avait par exemple des mouvements d'extrême droite que j'ai couverts comme photographe. Il y avait plein d'extrémistes de droite qui se donnaient la main et qui étaient prêts à se baisser devant les photographes. Et cette semaine, Sébastien Chenu, qui était le cofondateur de Guélib, qui était un mouvement d'ailleurs très proche de l'UMP, vient de rallier et ça correspond Marine Le Pen. à quelque chose de profond. C'est un changement. Alors, quelque part, à travers, effectivement, il y a cette photo. Fallait-il le faire? Fallait-il le publier? On assiste quand même aussi à un virage au niveau du Front National. Je crois que de la presse. La société française... De la presse, non, peut-être pas du Front National, mais... Parce que de la presse, d'abord, sur le fait que vous êtes un personnage on va chaque public, fois un peu plus loin. On doit tout savoir sur vous. C'est si quand on même avait, beaucoup. S'il avait été avec une femme, on n'en aurait certainement jamais parlé. Si on avait des déclarations de Florian Philippot importantes sur la sexualité, sur l'homosexualité, et on pourrait le mettre en contradiction, etc., peut-être que dans ce cas-là, on pourrait se poser la question. Mais ces photos en question relèvent de la vie privée, et là-dessus, moi, ces photos ne sont pas publiées. Moi, je trouve ça scandaleux. Je suis scandalisé par... On n'a qu'à publier les photos de Madame Piot, de ses week-ends, de ses vacances. Après tout, c'est un personnage public, on la voit partout sur les plateaux de télé. Et ben, publions ces photos. Non, franchement, ça ne relève pas... En dehors, si on trouve des déclarations de Florian Philippot qui seraient en contradiction, peut-être avec ce qu'il est, etc., peut-être que ça pourrait devenir intéressant. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Et foutons-lui la paix. La question aussi, c'est quand est-ce que M. Philippot allait parler aussi de son état d'homosexualité? Parce qu'il aspire à occuper les places les premières politiques. Doit-il le faire? Moi, je crois que ça fait partie aussi des choses que l'opinion... On n'a pas entendu Alberto. Non, mais la vie privée d'un homme public est forcément publique. Même si on a le droit, et Eric a raison, d'être dégoûté face à certains articles de presse que nous ne lisons pas dans la Courrier internationale, heureusement, dont Eric est directeur. Mais la presse, parfois, fait son métier, elle veut vendre. La vie privée d'un homme public est forcément public. Si on ne veut pas prendre des risques sur sa propre vie privée, on a tellement d'autres métiers à faire, notaire, avocat, chauffeur de taxi. C'est des professions réglementées. Le fait de voir les responsables de la politique culturelle du Front National qui a participé dans des Gay Pride, c'est une info, vous vouliez ou non. En tout cas, c'est une info visiblement qui a intéressé la presse espagnole parce qu'on vous a demandé des papiers là-dessus. Même à la presse française. Toute la question est de savoir si M. Philippot va rester au Front National maintenant. On verra bien. Merci, messieurs. La FN pour tous. Voilà, c'est peut-être effectivement, on aura l'occasion d'en reparler, un changement, peut-être pas du Front National, mais de ce parti bleu marine. Excellent week-end à toutes et à tous. À très vite sur la chaîne Info.